Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous suivre tout de suite les titres sommaires de ce journal. Une 5e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la BAD s'est ouverte ce jour. Les travaux porteront sur la 7e augmentation du capital de l'institution continentale. Et le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a présidé l'ouverture, a souhaité une augmentation générale du capital à hauteur de 125%. Les enjeux, défis et perspectives de l'état civil en Côte d'Ivoire ont été présentés par le ministre Sidiki Diakité, invité ce jeudi des rendez-vous du gouvernement. Le ministre a annoncé le démarrage en janvier 2020 de l'opération de production de la nouvelle CNI. Et puis hors de nos frontières, le groupe État islamique confirme la mort de son chef, Aboubakar al-Baghdadi, lors d'un raid américain. L'organisation qui appelle à venger la mort de son chef décédé a également révélé le nom de son nouveau calife. Bienvenue dans ce 23h. La 5e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement s'est ouverte ce jeudi à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. Cette réunion est consacrée à la 7e augmentation générale du capital du groupe de la BAD. Et le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a souhaité une augmentation générale du capital à hauteur de 125%, ce qui ferait passer le capital de la banque de 100 à 225 milliards de dollars US, le compte-rendu de Viviane Aïma. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a ouvert ce jeudi matin la 5e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement qui doit décider de la 7e augmentation générale du capital de la banque. Le montant actuel du capital de la BAD est de 100 milliards de dollars. L'ambition est de doubler ce montant en le portant à 225 milliards de dollars. L'objectif est grand. Les actionnaires de la banque sont sollicités. Au plan de son actionnariat, 60% du capital de la BAD sont tenus par les États africains membres de la banque. Ils sont 54 États. Ce sont les membres régionaux. Les 40% restants du capital sont aux mains des membres non régionaux. Ils sont 27 États non africains. L'objectif de cette 5e réunion extraordinaire, obtenir l'aval du Conseil des gouverneurs pour cette nouvelle augmentation du capital de la banque. Seul pour l'heure, le Canada, qui fait partie des membres non régionaux de la BAD, a déjà annoncé sa décision d'augmenter sa souscription jusqu'à 1,1 milliard de dollars. La ministre Niale Kaba, en qualité de présidente du Conseil des gouverneurs de la BAD, a lancé un appel aux autres actionnaires. L'objectif, c'est de donner à notre institution les moyens de faire face aux multiples défis de développement auxquels notre continent est confronté. Nous, gouverneurs, savons que l'Afrique nous regarde sans appréhension, avec espoir, car nous avons toujours su mettre ses intérêts au devant de nos délibérations. C'est pourquoi je reste convaincu que nous arriverons à fédérer nos efforts afin d'aboutir à la résolution tant attendue, soumise par le Conseil consultatif des gouverneurs à l'issue de sa dernière réunion tenue le 18 septembre dernier en Égypte. Porter le capital de la banque du simple au double, si l'objectif paraît ambitieux, pour le président Akinwumi Adesina, la Banque africaine de développement pourra mieux accompagner les États dans leur quête de progrès, citant en exemple la Côte d'Ivoire, qui a bénéficié au cours de ces dernières années de plusieurs appuis financiers de la BAD. Notre réunion d'aujourd'hui est l'aboutissement de 2 années de réflexion collective, de dialogue collectif, impulsé par notre détermination collective à faire en sorte que le progrès économique de l'Afrique soit accéléré davantage. Accompagnée par la Banque, la Côte d'Ivoire a mis en place de nombreuses infrastructures. Nous venons juste d'apporter notre appui aux efforts audacieux de la politique d'inclusion sociale accélérée du gouvernement du président Alassane Ouattara. Et pas plus tard que la semaine dernière, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour passer au guichet bas de la banque. La première fois dans l'histoire de l'institution qu'un pays passe du statut de fragilité
est celui de pays admissibles au guichet non concessionnel. C'est ce genre de progrès et de réussite rapide auquel nous assistons en Afrique qui incite et inspire la Banque africaine de développement à tout mettre en œuvre pour accélérer la croissance et le développement du continent. À son tour, le président de la République, Alassane Ouattara, a mis en avant le rôle incontournable de la BAD dans le financement du développement des États africains. La réalisation des objectifs du développement durable des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine nécessite d'importantes ressources financières. L'Afrique ne pourra pas atteindre ces objectifs sans l'appui financier et l'assistance technique des partenaires bilatéraux et multilatéraux, parmi lesquels le groupe de la Banque africaine de développement, qui occupe une place privilégiée. Cette 5e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement à Abidjan donnera-t-elle enfin le quitus pour l'augmentation du capital de la BAD? L'espoir est permis. Et nous restons avec Viviane Aïma qui nous rapporte les échanges tenus entre le chef de l'État et le vice-président du groupe Banque mondiale chargé des infrastructures. C'est une rencontre axée sur la collaboration entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale en ce qui concerne les infrastructures et l'économie numérique. En marge de la 5e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la BAD ce jeudi à Abidjan, le président de la République Alassane Ouattara a reçu le vice-président du groupe de la Banque mondiale chargé des infrastructures, l'occasion de faire le point de la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire sur les infrastructures et l'économie numérique. Le programme de la Banque mondiale en matière d'infrastructures est un programme important. Nous avons récemment présenté à notre conseil d'administration 2 projets qui sont très très importants. Un d'une valeur de 375 millions de dollars pour le Grand Abidjan et un autre projet de 300 millions de dollars pour la mobilité urbaine. Vous avez dû entendre parler du BRT qui sera un moyen de transport de masse qui permettra justement de réduire le temps de déplacement des populations au sein d'Abidjan. J'ai eu également l'occasion de parler de l'économie numérique. Comme vous savez, c'est une source de croissance importante dans nos économies, particulièrement en Côte d'Ivoire. Et nous avons donc fait le point. Le sentiment général, c'est que la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire se porte très bien. Une autre rencontre de coopération ce jour, le président du Sénat s'est entretenu avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Michael Wimmer. La rencontre a porté sur la coopération entre les Sénats belges et ivoiriens, Herman Guivet. Michael Wimmer, ambassadeur du Royaume de Belgique en Côte d'Ivoire, reçu en audience par le président du Sénat ivoirien, Ahoussou Kouadio Jano. La Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique entretiennent d'excellentes relations de coopération, une excellente coopération qui devrait profiter au Sénat des 2 pays. C'est la conviction partagée par les 2 hommes. Mais nous avons eu des échanges sur les relations entre nos Sénats. Nos 2 pays ont un Sénat, des Sénats qui sont assez similaires d'ailleurs parce qu'ils reflètent, on parlait d'unité dans la diversité, ils reflètent les régions et les localités. Donc c'est un grand parallélisme entre nos 2 pays. Nous espérons pouvoir renforcer ces relations entre Sénats qui sont en fait l'illustration des relations entre nos pays. La politique menée et conduite par le président Alassane Ouattara rend la Côte d'Ivoire attrayante et permet à tous les partenaires, à tous les pays, les hommes d'affaires de tous les pays du monde, de venir s'installer ici. Et cela facilite la création d'emplois. Et les Belges, on leur part dans l'économie ivoirienne, une grosse part dans l'économie ivoirienne, très grand, de par sa diversité et le dynamisme de sa démocratie, qui doit pouvoir nous inspirer aussi. Nous sommes certes un petit pays de par la taille, mais nous sommes un grand pays de par la vision que lui donne le président Alassane Ouattara. Des échanges entre les 2 Sénats, belges et ivoiriens, qui permettront de raffermir davantage la coopération entre les 2 États.
Suivons avec la visite du chef du gouvernement à la CIR ce jeudi 31 octobre. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du redémarrage de l'hydrocracker. Cet instrument qui permet de réaliser de gros bénéfices dans le domaine du raffinage. L'hydrocracker est de nouveau fonctionnel après l'incendie survenu le 2 janvier 2017. Et cette visite du Premier ministre à la CIR vous sera détaillée au cours de nos prochaines éditions. Le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation était au fauteuil des rendez-vous du gouvernement face à la presse nationale et internationale pour ce 9e numéro de la tribune. Sidiki Diakité a présenté la politique gouvernementale mise en place d'un État fiable et dématérialisé, d'un État civil fiable et dématérialisé. Et le ministre a aussi annoncé le démarrage en janvier 2020 de l'opération de production de la nouvelle CNI. Les échanges sont résumés dans cet élément de Michel Digré. Améliorer l'enregistrement de tous les faits d'état civil en Côte d'Ivoire, c'est le défi que veut relever le gouvernement ivoirien. Pour y arriver, des réformes ont été initiées. Le gouvernement instaure un procédé qui désormais amène l'État, plutôt qu'à attendre que les naissances, les décès lui soient portés à connaissance, d'aller plutôt vers les populations pour pouvoir procéder à l'enregistrement des faits d'état civil. Les 8900 villages identifiés sur le territoire ivoirien auront désormais des agents de collecte des faits de naissance, de décès et de mariage. Autre maillon essentiel de la politique d'identification des populations, le registre national des personnes physiques. À moyen terme, le registre national des personnes physiques permettra de créer un système d'état civil moderne et sécurisé, de mettre en place un mécanisme de collecte des données relatives au décès qui, désormais, et conformément aux recommandations du système des Nations Unies, prendront en compte dans un avenir proche la question des causes de décès, de faciliter les procédures de déclaration des faits d'état civil, de constituer un fichier central de données biographiques et biométriques de tous les individus, de garantir à chaque Ivoirien, à chaque citoyen ou étranger de passage en Côte d'Ivoire, un numéro national d'identification. Les journalistes ont voulu savoir pourquoi l'opération de délivrance de nouvelles cartes d'identité tarde à être exécutée. Le ministre Sidiki Diakité donne les raisons. On ne peut plus venir mener une vaste opération rien que pour donner une carte nationale d'identité, simplement pour prouver son identité. Il a fallu donc mettre en place tout un système, moderniser tout un système, faire en sorte que désormais, l'ensemble des faits d'état civil, de la délivrance des cartes d'identité, demain des passeports, des permis de conduire, et j'en passe, des cartes d'électeurs, etc., que tout cela soit numérisé d'un bout à l'autre, que leur délivrance soit facilitée et qu'on ne soit plus au stade d'avant où chaque fois que vous vous adressez à l'État pour vous faire délivrer un document, un titre sécurisé, vous êtes obligé de produire, n'est-ce pas, de façon régulière, les mêmes documents que vous avez produits, n'est-ce pas, au départ. Sidiki Diakité a tenu à rassurer l'assistance. Cette opération de délivrance de nouvelles cartes d'identité sera effective dès le mois de janvier 2020. Et hors des frontières ivoiriennes, les pays producteurs du cacao sont à l'honneur en France, où se déroule en ce moment la 25e édition du Salon du chocolat, une occasion saisie par le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, qui a demandé une meilleure rémunération des producteurs de cacao. Son plaidoyer est rapporté ici par Noël Gnagno. Un ours blanc, là, un rhinocéros. Là-bas, la représentation des 25 ans du salon. Voilà des formes, des couleurs, démonstration de ce que les chocolatiers pâtissiers peuvent faire avec les fèves de cacao, leur matière première. Des fèves obtenues grâce au travail des producteurs. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur au monde, est venue à ce salon avec une représentation grandeur nature de ce pan du savoir et du savoir-faire des producteurs ivoiriens.
mais aussi avec un plaidoyer pour la durabilité de la cacaoculture. Quand vous regardez ce salon, il y a un engouement qui est suscité, malheureusement. Comparez le prix du chocolat que vous avez sur le marché au prix du cacao acheté aux producteurs, c'est comme le jour et la nuit. Et ce sont toutes ces tendances-là qu'il faut renverser. Faire en sorte que le producteur soit vraiment un véritable bénéficiaire du fruit de son travail. Et pour nous, la meilleure façon de le traduire, c'est d'être à des salons pareils pour parler des difficultés que nos populations endurent avant de sortir les cacao de leur plantation et demander aux uns aux autres de s'en préoccuper. Sur la question, les lignes bougent. Je dirais aux producteurs d'être confiants. Le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui, suite à l'accord historique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, est à saluer et encourageant. Par ailleurs, nous sommes allés au Portugal avec l'Association européenne du cacao et nous sommes allés à Berlin avec la World Cocoa Foundation pour discuter avec les industriels et les multinationales. Si nous voulons une économie cacaoyère durable, alors il faut adresser de manière courageuse le prix qu'on paye aux producteurs. Voilà qui permettra aux 50 awards du chocolat au monde de croire en un avenir prometteur de la cacaoculture. Voilà, et rappelons que ce salon a pour marraine la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les lignes bougent aussi dans le système éducatif, notamment dans l'enseignement supérieur. Les universités et grandes écoles seront bientôt évaluées. Un contrôle qui sera effectué par la Direction générale de la qualité et des évaluations du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 4 critères référentiels dont le parcours de l'étudiant, la gouvernance se permettront de classer les établissements. Cette opération a été lancée ce jeudi à l'école de statistique et d'économie appliquée. On en sait davantage avec Didier Nguessan. Rendre plus performants les établissements d'enseignement supérieur, c'est l'objectif de la Direction de la qualité et des évaluations. Elle vient de lancer l'édition 2019 de l'évaluation institutionnelle diagnostique des universités et grandes écoles publiques et des établissements privés d'enseignement supérieur de type universitaire. Cette évaluation va s'adosser sur des référentiels. D'abord, le domaine de la gouvernance et de la stratégie. Ensuite, nous avons la formation et la recherche. Le troisième domaine, c'est le parcours de l'étudiant, la vie de l'étudiant, donc de l'apprenant. Et le dernier domaine, c'est l'assurance qualité et l'éthique. Donc nous avons 4 domaines pour faire cette évaluation institutionnelle. Cette démarche qualité dans l'enseignement supérieur conforte son premier responsable. Je me félicite des résultats tangibles auxquels nous sommes parvenus. Les établissements accompagnés dans ce cadre par la DGQE possèdent aujourd'hui des cellules internes d'assurance qualité, dont la plupart des responsables ont été formés en août 2019. Cette formation leur a également permis de réaliser le montage de leurs projets dans le cadre de la rédaction des contrats de performance et de s'engager dans l'accréditation des offres de formation. Les responsables d'universités et grandes écoles ont reçu des kits comprenant les référentiels de l'évaluation. Celle-ci va durer 3 mois. Et dans le même temps, les lauréats 2019 des bourses de recherche de la SCAD seront connus le 8 novembre prochain. Selon un bilan de l'Académie, 15 bourses d'un montant global qui avoisine les 71 millions de francs CFA ont été attribuées entre 2013 et 2018. Ces bourses sont attribuées selon une fine sélection de dossiers. Les thèmes de recherche sont issus essentiellement des sciences sociales et puis les conditions générales de candidature sont d'être docteur ou titulaire d'un diplôme équivalent et d'avoir moins de 45 ans. Et les enseignants, chercheurs des sciences exactes et des lettres sont fortement encouragés à postuler pour les éditions à venir.
La toute première semaine nationale de la ville a été lancée ce jeudi dans la commune de Koumassi à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la ville. Un lancement marqué par la remise d'équipements de salubrité aux populations de la commune de Koumassi et un planting d'arbres. Cette première édition de la semaine nationale de la ville a pour thème l'innovation, facteur de développement urbain durable. Franck Quadio. Place Inch'Allah dans la commune de Koumassi. Des populations motivées pour la commémoration de la journée mondiale de la ville malgré l'averse. Une journée célébrée chaque année le 31 octobre. L'édition 2019 est marquée par la première semaine nationale de la ville. Prix national d'excellence en matière de lutte contre le désordre urbain, la commune de Koumassi se félicite pour l'intérêt qu'elle suscite comme cadre d'accueil de la journée mondiale de la ville. La population de Koumassi, conduite par son maire, le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, vous exprime sa reconnaissance infinie. Aujourd'hui, cet espace a fière allure et donne à Koumassi un visage qui séduit plus d'un. Le territoire communal connaît un aménagement efficient. Dans les jours à venir, nous procéderons à l'ouverture officielle de la Bourse du Bois. Dans les semaines à venir, la nouvelle gare routière sera inaugurée. Les villes génèrent plus de 70% du produit intérieur brut PIB mondial. En Côte d'Ivoire, l'urbanisation avoisine les 52%. Ce chiffre pourrait atteindre le seuil des 60% en 2030. Le ministère de la Ville exhorte donc les populations à adopter de nouveaux comportements afin de répondre efficacement aux défis du développement urbain durable. Cette année, le thème choisi pour la Journée mondiale des villes est « Innovation et vie meilleure pour les générations futures ». Le thème choisi par le ministère de la Ville pour cette première édition est « L'innovation, facteur d'un développement urbain durable ». Ce thème appelle à une transformation positive et conséquente de la gestion de nos villes et de nos territoires, en mettant en exergue le respect et l'application des règles d'urbanisme pour lutter contre le désordre urbain. Aux côtés du ministre de la Ville, François Albert Amichia, 3 membres du gouvernement, les ministres Siandou Fofana, Jean-Claude Kouassi et Claude Paulin Dao, ils ont pris part à la remise d'équipements de salubrité au planting d'arbres, des activités de la Semaine nationale de la ville qui connaîtra son apothéose à Tiassali le 7 novembre prochain. Dans le centre du pays, le centre de secours d'urgence de la région du Bélier, situé dans la ville de Toumoudi, a été inauguré hier par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo. Il a nécessité 250 millions de francs CFA pour la construction de ce centre. Charles Tatou nous rend compte de la cérémonie d'inauguration. On regarde. La protection civile de proximité fait son petit bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire en matière d'intervention. 57 dont 7 femmes. C'est l'effectif des soldats de secours d'urgence de la région du Bélier basés à Toumoudi. Ils ont à leur actif, au titre de l'année en cours, 235 interventions, dont 27 de lutte contre les feux, 123 accidents de tout genre. De même, 267 transports de blessés, 75 opérations diverses, 11 décès, 3 noyés et 7 assistances à personnes. Avec ce bilan, normal donc de les doter en locaux. Le directeur général de l'Office national de la protection civile, lui, assure la disponibilité de ses soldats à remplir irréprochablement leur mission. Je voudrais dire merci au président de la République pour sa vision du programme social. Nous sommes des soldats, nous sommes à sa disposition pour exécuter les missions qu'il voudra bien nous confier. Un nouveau centre de secours d'urgence. Il est réalisé par le conseil régional. Le présent centre de secours urbain de Toumoudi a coûté au budget régional la somme de 256 148 363 francs. Le centre de secours d'urgence a bénéficié d'un important appui en matériel et en travaux de l'Union européenne.
L'ouverture officielle de ce centre par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je voudrais féliciter chaleureusement le conseil régional et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet important ouvrage et prendre l'engagement, avec la confiance que j'ai en nos sapeurs-pompiers civils qui vont utiliser ces installations, que nous allons en prendre le plus grand soin. Une simulation a permis aux soldats de secours d'urgence de Tumodi de démontrer leur capacité et leur efficacité en matière d'intervention dans les cas d'accident de la circulation. Et dans la région du Poro, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes a entrepris une tournée de prise de contact avec les femmes rurales du pays. Et lundi dernier, Miss Belmondo Dogo a échangé avec ces femmes, les femmes de toutes les couches socio-professionnelles du Poro, pour s'imprégner de leur réalité et toucher du doigt leurs difficultés. Le but, c'est de leur apporter des solutions idoines en vue de leur autonomisation à Mississauga. Elles ne pouvaient pas rater la toute première occasion d'exprimer leurs difficultés à la tutelle. Au centre culturel de Korogo, les femmes de la région du Poro, de toutes les couches socio-professionnelles, face à Miss Belmondo Dogo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Pour mieux traduire le quotidien, un sketch. Moi, je suis une femme autonome. Femme autonome, là, je dis quoi? Je m'occupe de moi-même. Les difficultés sont nombreuses. Ce sont entre autres la vétusté des techniques agricoles, les problèmes liés au transport et à la transformation des produits et bien d'autres encore. Les difficultés que nous connaissons à Korogo, c'est la concurrence déloyale et sauvage des grands commerçants pour l'achat de certains produits agricoles, entre autres les produits naturels comme le baobab, le néré, l'insuffisance d'éducation financière et la mise en relation des marchés extérieurs. Toutes ces difficultés ont été consignées dans un livre blanc remis à la secrétaire d'État. Dans sa tournée de prise de contact avec les femmes du Poro, Miss Belmondo Dogo a bénéficié du soutien du groupe Magic System présent à Korogo dans le cadre de la caravane UE Magic Tour. La femme doit occuper une place importante en Côte d'Ivoire, mais cela commence par la base. Tant qu'on mettra la femme à l'école, tant qu'on ne mariera pas la femme à 13 ans, tant qu'on ne prendra pas la femme comme un objet, je vous jure que d'ici quelques années, la Côte d'Ivoire va montrer que ces femmes sont les plus valeureuses. La Côte d'Ivoire va montrer que ces femmes ont le courage, que ces femmes sont des travailleuses. Engagée sur des approches novatrices sur la question de l'autonomisation des femmes, Miss Belmondo Dogo compte redonner à la femme ses lettres de noblesse. Si la femme est autonome, la famille se sent mieux, la famille se porte mieux, la communauté en profite et la Côte d'Ivoire en profitera. Vous êtes le maillon important et essentiel au plan agricole et au plan économique. Parce que c'est vous notre grenier. Vous n'êtes pas les laissés pour compte. La secrétaire d'État n'a pas manqué de souligner que l'autonomisation de la femme commence par l'alphabétisation. Elle sollicite donc le concours du groupe Magic System pour la construction d'un centre d'alphabétisation des femmes. Une exposition de produits a permis à la secrétaire d'État de se faire une idée du savoir-faire des femmes du Poro. La caravane UE Magic Tour a sillonné le pays en 17 dates. À son arrêt à Mans, dans le Tongpi, le bus des artistes a sensibilisé sur les dangers de l'excision par des témoignages, des projections de films et l'activité tant attendue de cette tournée, le grand concert Isaïeo. Le Tongpi est l'une des régions les plus touchées par le fléau de l'excision en Côte d'Ivoire. À Mans, chefferie traditionnelle, population et initiateur de l'UE Magic Tour échangent sur la question. J'aimerais même pas que mes parents excisent leurs enfants parce que moi-même j'ai été excisée et aujourd'hui je ne trouve pas ça normal. J'encourage mes soeurs de ne pas exciser leurs filles. Une réalité triste, c'est vraiment triste que nos parents continuent encore de pratiquer l'excision. Malgré toutes les sensibilisations, mais il y a quand même un changement. Les photos, les images que nous voyons, on voit que c'est un problème difficile. À notre tour, c'est d'informer nos parents
nos femmes, surtout pour leur dire d'arrêter l'excision, que ce n'est pas une bonne chose. Hémorragie, fistule, accouchement difficile sont autant de dangers auxquels sont exposées les filles excisées. Pour la représentante de l'Union européenne, il est temps que la population prenne conscience. Cette sensibilisation qui est faite auprès des femmes, elle date depuis longtemps et nous pensons que la sensibilisation passe. Maintenant, ce qu'il faut arriver à déterminer, ce sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour contourner cette pratique physique qui détruit l'enfance en fait, l'enfance de la jeune fille, que ce soit le bébé, que ce soit la jeune fille en âge de puberté. Aujourd'hui, on se rend compte des conséquences. Les conséquences sont là, qui va de la mort, qui va à l'impossibilité d'enfantement. Et je pense que les femmes aujourd'hui ont compris et nous avons également associé les chefs religieux parce que ce sont eux les dépositaires de la tradition. L'excision est punie par la loi en Côte d'Ivoire. À l'issue des échanges, chefferies traditionnelles et populations ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour endiguer le mal dans la région. L'actualité hors de nos frontières, le groupe État islamique a confirmé ce jeudi la mort de son chef Aboubacar al-Baghdadi lors d'un raid militaire qu'auraient mené les États-Unis dans le nord de la Syrie. L'organisation a, dans un message diffusé ce jour, appelé à venger sa mort et a également révélé le nom de son nouveau calife répondant au nom de Abu Ibrahim al-Hashemi al-Kourachi. Ce journal est terminé. Merci de votre grande attention. Vous serez demain à 23h en compagnie de Kolo Koulibaly et je vous retrouve lundi pour l'information d'ici et d'ailleurs. Bonsoir à vous.